Ça y est, c'est la guerre en Iran et aussi dans toute la région et c'est une guerre qui risque de s'étendre à l'ensemble de la planète. On y est. On s'y attendait, hein, presque même on l'attendait, mais c'est toujours bizarre d'entrer réellement dans ce moment d'incertitude et aussi dans ce moment de danger. Donc la première question qui se pose, c'est comment analyser tout ça? Quelles sont les raisons de cette guerre? Quelles sont les raisons aussi de ces montées en tension partout dans le globe? Et surtout, comment y résister? Comment mener une lutte anti-impérialiste solide? Notons pour commencer que la propagande médiatique occidentale bat son plein, qu'elle fait son maximum pour justifier la guerre, voire même entraîner les autres pays là-dedans. Elle est tellement forte qu'il faut peut-être rappeler une chose dans toute cette histoire, heu, l'Iran est agressé. Les agresseurs, c'est pas l'Iran, c'est les États-Unis et Israël. Je pense qu'on peut commencer par ça, hein, pour poser les bases de la vidéo. Parce qu'il faut quand même le rappeler, hein, mais c'est quand même les États-Unis et Israël qui ont décidé, tout seuls, comme des grands, sans mandat, hein, sans référer à l'ONU, d'attaquer l'Iran. Et ce, sans se soucier des répercussions horribles pour toute la région, mais aussi pour l'ensemble de la planète. Je dis ça parce que dans les premières heures de l'offensive, j'ai vu que l'Allemagne et la France avaient condamné. Et là, j'étais en mode, mais attends, c'est incroyable. La France et l'Allemagne qui critiquent Israël et les États-Unis. J'étais naïf. Non, en fait, ils ont critiqué les attaques de l'Iran. Vous savez, l'Iran, ils ont attaqué les autres pays autour et ils ont dit que c'était une attaque irraisonnée, irréfléchie et disproportionnée. C'est une dinguerie de dire ça et c'est une dinguerie que personne ne s'oppose à ce discours dans les médias. Pour comprendre le culot de cette condamnation de l'Allemagne et de la France, il faut quand même rappeler que dès les premières heures de l'offensive, Ramenei a été tué. C'est pas n'importe qui, c'est quand même le leader du pays. Et Ramenei a été tué, mais aussi plein de dirigeants iraniens. Pour mettre en contexte, comment aurait réagi l'armée française si la Russie avait décidé d'attaquer la France et dès les premières heures avait tué Macron, mais aussi des personnalités importantes du gouvernement français? Je pense qu'on aurait déjà lâché l'arme nucléaire. Donc déjà parler d'offensive disproportionnée de la part de l'Iran, ça me paraît aberrant. Non, au contraire, ça me semble assez proportionné par rapport à l'agression qu'ils ont subie. Et ensuite, les attaques irrationnelles et irréfléchies à l'égard des pays qui sont autour de l'Iran. En fait, on veut nous faire croire que l'Iran est devenu complètement cinglé à bombarder des pays qui n'avaient rien à voir, je sais pas, comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite. Mais là aussi, on nous prend pour des lapins de 3 semaines. Alors, peut-être que les gens ne le savent pas, peut-être que moi je pensais que tout le monde était au courant, mais c'est peut-être pas le cas, mais l'Iran est entouré de bases américaines. Voilà. Dans tous les pays arabes autour de l'Iran, il y a des bases américaines. On pourrait se demander, bon, qu'est-ce qu'elles font là? C'est l'impérialisme. Et c'est grâce à ces bases américaines que les États-Unis peuvent être aussi offensifs et aussi violents et aussi efficaces. Ces bases donnent un ascendant aux États-Unis déterminant. C'est à partir de ces bases que les États-Unis peuvent attaquer aussi efficacement l'Iran. Donc c'est logique, c'est rationnel, c'est réfléchi, même si on n'est pas iranien, hein, même si on n'est pas pro-iranien, ça semble rationnel d'attaquer ces bases américaines si tu es attaqué à partir de ces bases américaines. Quelle serait la réaction des États-Unis ou même de la France si la Russie, la Chine ou même l'Iran avaient des bases dans les pays adjacents? C'est-à-dire que si la Chine avait des bases au Mexique ou au Canada. Vous savez savoir comment réagirait l'Occident? Je vous invite à aller voir la crise des missiles de Cuba. Alors que le régime cubain se déclare communiste et nationalise les entreprises américaines, la CIA multiplie les tentatives pour le renverser et appuie une invasion manquée de l'île. Cuba se tourne vers l'aide soviétique. Kennedy, qui a fait campagne sur le retard américain, a poussé le développement d'un formidable arsenal nucléaire qu'il a déployé en Europe et en Turquie. S'agit-il alors pour Khrouchtchev de rétablir l'équilibre stratégique ou tout simplement de garantir Cuba de toute invasion américaine? Au cours de l'été 1962, il autorise l'installation de fusées de moyenne portée sur l'île, capables d'atteindre les grandes villes américaines. Le 22 octobre, Kennedy prend à témoin la planète, annonce un blocus de l'île et lance un ultimatum aux soviétiques. Pendant plusieurs jours, le monde est au bord d'un conflit nucléaire, alors que les cargos russes chargés de missiles poursuivent leur route vers Cuba. Et l'Iran n'attaque pas directement les États-Unis parce que l'Iran n'a pas les moyens militaires d'attaquer directement les États-Unis. Parce que l'Iran n'a pas de base aux alentours des États-Unis et n'a pas le matériel militaire pour attaquer directement les États-Unis. Mais n'oubliez pas, hein, la menace pour la paix mondiale, c'est l'Iran. Si on en croit les médias dominants, l'Iran n'aurait rien dû faire et se laisser attaquer. Mais en plus de ça, on note, comme toujours dans les propagandes de guerre, une totale inégalité de traitement dans les victimes. Le focus se fait beaucoup plus empathique à l'égard des victimes états-uniennes et israéliennes, alors que les victimes iraniennes et libanaises, on s'en tape un peu, quoi.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais dès les premiers jours, il y a eu une école de petites filles iraniennes qui a été visée, faisant de nombreuses victimes, et ça n'a pas ému grand monde. Ce qui est assez caustique quand on sait que l'une des justifications de cette guerre, c'est qu'il faut sauver les femmes. Bon, après, là, c'est des petites filles, c'est pas encore des femmes. Peut-être que, bon, ça marche. Personne ne qualifie les attaques des États-Unis et d'Israël d'agression alors que c'en est une. Personne ne qualifie les actions d'Israël au Liban d'invasion alors que c'en est une. Et d'ailleurs, personne ne semble noter que parmi les belligérants du camp occidental, du camp de la paix, il y a d'un côté un État qui commet un génocide et d'un autre un État qui est en train de... France et l'Allemagne, qui ont des déclarations que je trouve assez orwelliennes. Vous savez, on se moque beaucoup de la Russie qui parle d'opérations militaires pour parler de la guerre en Ukraine. Ben alors nous, on n'est pas en reste. Hein. Regardez ça. Et ces informations qui nous viennent de Berlin, dans le même temps, Thierry Arnaud, Berlin, Paris et Londres qui se disent prêts à des actions défensives pour détruire les capacités militaires de l'Iran. Comment interpréter ces déclarations? Et effectivement, ça pose la question de, oui, quel est le risque d'escalade dans la région et les conséquences pour l'Europe? Pardon, mais action défensive pour détruire des capacités militaires. En fait, ils sont Alors là, il faut m'expliquer. C'est pas entrer en guerre, ça? Si ça, c'est pas une formule alambiquée, c'est incroyable. Donc, comme prévu, les pays occidentaux se sont alignés sur les États-Unis et sur Israël, peu importe la légalité de la guerre, peu importe les motivations des belligérants, peu importe la motivation d'Israël et des États-Unis, dont on sait qu'elles ne sont pas humanistes. Le seul pays qui a osé apporter un peu de résistance dans l'Occident, c'est l'Espagne. L'Espagne qui soit maintenant menacée de sanctions économiques et même de guerre. Voilà ce que ça coûte de s'opposer à l'impérialisme américain. Donc on voit que l'Iran est bombardé, d'autres pays sont bombardés, en fait la région s'embrase, le Liban est envahi et ce conflit risque d'être mondial, c'est un risque non négligeable parce que déjà il y a la possible intervention des pays occidentaux comme l'Allemagne, la France, mais aussi parce qu'on peut craindre la participation de la Chine et de la Russie qui voient d'un mauvais œil le fait qu'on s'attaque à un pays allié et surtout un pays qui est assez important en termes d'énergie, surtout pour la Chine et la question du pétrole. Ajoutons à cela qu'Israël est toujours en train de commettre un génocide en Palestine, que la guerre perdure en Ukraine, mais aussi au Soudan, que c'est toujours tendu entre le Congo et le Rwanda, c'est tout aussi tendu dans la mer de Chine avec le Japon, la Chine, Taïwan, la Corée du Nord, les États-Unis, c'est tendu entre le Pakistan et l'Afghanistan, c'est tendu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est tendu partout sur la planète. On a même Trump qui menace tout le monde, le Groenland, l'Espagne, je l'ai dit, et d'ailleurs sous le regard de l'Allemagne, qui se marre, l'Allemagne qui a l'air d'oublier que l'Allemagne est aussi membre de l'OTAN et membre de l'Union européenne comme l'Espagne. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tout le monde est en train de tourner la poule? C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, bordel? Qu'est-ce qui se passe et comment on peut faire face à tout ça? Est-ce que, comme l'a dit Macron lors de l'invasion de la Russie en Ukraine, on est dans le retour de l'impérialisme? Est-ce que des personnalités comme Poutine, comme Trump, comme Xi Jinping, comme Modi marquent une rupture dans l'ordre international, un ordre international qui était régi par la diplomatie et le droit international? Est-ce que maintenant, on entre dans un monde totalement nouveau où tout se règle par la force? Eh bien, pas vraiment. Alors, en réalité, cette dégradation de l'ordre international était prévisible et même logique. Elle n'a pas été causée par la montée en puissance de personnalités incontrôlables et intempestives. C'est pas parce qu'il y a des Trump, des Poutine et des Xi Jinping que l'ordre international devient instable. C'est parce que l'ordre international devient instable qu'on a une montée en puissance des Trump, des Poutine et des Xi Jinping. Les Trump et compagnie ne sont pas la cause de la montée en puissance de la violence sur la planète. Ils en sont plutôt les symptômes. Les raisons de la montée en puissance de la violence, elle est plutôt à chercher du côté de la crise du capitalisme mondial. Une crise profonde, une crise extrêmement importante qui nous mène vers une catastrophe inimaginable. Et cette crise, elle était prévisible. En tout cas, si vous avez des analyses marxistes, vous saviez que ça allait arriver, quoi. On était en mode, bon, faut juste savoir quand, quoi, mais ça va péter. Donc cette dégradation de l'ordre international, qui est causée par plusieurs facteurs, qui sont économiques, politiques, écologiques, énergétiques, etc., entraîne non pas un retour de l'impérialisme, mais une radicalisation de l'impérialisme. C'est très important, c'est une précision qui est primordiale, parce que parler de radicalisation plutôt que de retour, c'est stipuler l'idée que l'impérialisme a toujours été là, il a toujours été présent.
Il n'a jamais disparu, même s'il a pu prendre une forme plus ou moins pacifiée. Et je mets des guillemets, vous le verrez pourquoi. Parce qu'en vrai, c'était pacifié pour nous. Dans le Sud, il y a toujours eu des guerres. Et donc, les Trump, les Poutine, les Xi Jinping, prenez tous les leaders actuels, ils ne sont que la matérialisation présente de l'impérialisme. C'est face à ça qu'il faut une stratégie anti-impérialiste solide. Mais pour avoir une stratégie anti-impérialiste solide, il faut avoir une analyse et une théorie solide de ce que c'est l'impérialisme. Ce qui est logique. Pour lutter contre quelque chose, il faut déjà savoir ce que c'est cette chose. Tu vois, t'arrives à comprendre la logique? Et donc, pour avoir une analyse solide de l'impérialisme, il y a un enchaînement, hein, il y a une réflexion là-dedans. Donc bref, pour avoir une analyse solide de l'impérialisme, il faut répondre à cette question difficile, mais c'est quoi l'impérialisme? C'était l'introduction, pas mal, hein? Allez, c'est quoi l'impérialisme? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on parle beaucoup d'impérialisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait le début d'un sketch. Mais on parle beaucoup d'impérialisme sans jamais trop le définir. On évite vraiment de le faire parce que c'est difficile. Il n'y a pas de réponse absolue parce qu'il y a différentes manières de concevoir l'impérialisme qui diffèrent selon ton courant idéologique ou politique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur notre courant à nous, notre camp politique, qui est plutôt celui de la gauche radicale, de la gauche marxiste, de la gauche révolutionnaire. Là aussi, c'est pas facile, parce qu'il y a aussi différentes théories. Parce qu'il faut bien comprendre que depuis la fin du 19e siècle, il y a des débats constants au sein du marxisme pour essayer de comprendre et de théoriser ce que c'est l'impérialisme. Et il y a des enjeux de lutte entre eux pour avoir la bonne définition. Parce que c'est une question très importante. C'est à partir d'une définition que pourrait établir une politique pour lutter contre cet impérialisme. Alors je vous rassure, dans cette vidéo, on n'aura pas le temps de s'épancher sur les différentes théories marxistes de l'impérialisme. Ça serait trop compliqué, trop long, trop fastidieux. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire ce livre de Benjamin Burbaumer qui résume assez bien les débats et aussi d'aller voir l'entretien que j'ai fait avec lui. Et si vous voulez encore creuser le sujet, rejoignez le groupe Ligne Anti-Impérialiste et regardez les émissions qu'on fait ensemble. On essaye de creuser le sujet. Cependant, c'est pas parce que c'est impossible dans cette vidéo de résumer tous les débats marxistes autour de l'impérialisme qu'on ne peut pas essayer d'en dégager des grandes lignes communes à toute la théorie marxiste. Et je pense que le premier point important à dire sur la théorie de l'impérialisme, c'est que l'impérialisme ne se résume pas à l'intervention militaire. On a trop tendance à réduire l'impérialisme à la guerre, au fait qu'un pays en envahisse un autre, ce qui est une mauvaise manière de le concevoir. Alors oui, l'industrie militaire, la guerre, etc. est un facteur important dans l'impérialisme. C'est ce qui va donner l'ascendant à certains pays sur d'autres, mais ce n'est qu'un facteur parmi d'autres. Donc l'impérialisme n'est pas réductible à la guerre et on pourrait même dire que la majeure partie de l'impérialisme n'est pas guerrier. Il est surtout économique, mais aussi politique, idéologique, culturel, etc. Ensuite, l'impérialisme n'est pas dû qu'à l'intervention de certains grands hommes. Ce n'est pas le résultat d'une décision d'un groupe d'individus. C'est plutôt le produit de tendances lourdes et multifactorielles. Pour le dire autrement, si la Russie a envahi l'Ukraine, c'est pas juste parce que Poutine et ses conseillers se sont levés un matin et se sont dit « faut qu'on envahisse l'Ukraine ». Non, les raisons de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est là aussi multifactoriel. Ce sont dus à des facteurs autant internes à la Russie qu'externes, c'est-à-dire l'évolution du marché mondial, mais aussi l'évolution des rapports de force et des pays en concurrence. Ensuite, l'impérialisme, ce n'est pas seulement la politique des méchants. Et non, parce que bien souvent, dans les médias occidentaux, on a tendance à réduire l'impérialisme aux méchants dictateurs assoiffés de sang et de pouvoir. Non. Sachez que les démocraties occidentales, celles qui se font les apôtres de la liberté, de la raison, des droits de l'homme, sont aussi des puissances impérialistes. On peut même dire que les démocraties occidentales sont à la pointe de l'impérialisme, même si elles sont de plus en plus contestées. Mais plus globalement, on pourrait dire que quasiment tous les pays sont impérialistes ou en tout cas entraînés dans la logique impérialiste. Pourquoi ? Parce que l'impérialisme est inhérent au capitalisme moderne. Le mode de production capitaliste implique automatiquement l'émergence de politiques impérialistes. C'est un point très très important à retenir. Mais alors, est-ce qu'on pourrait tenter de définir ce que c'est l'impérialisme ?
Est-ce qu'on aurait une définition un peu utile? Pour ma part, mais aussi les camarades qui m'entourent, il y a une définition d'une grande théoricienne marxiste qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie. Surtout parce qu'elle a un aspect très dynamique. Elle permet de comprendre l'évolution de l'impérialisme au cours du temps. Parce que oui, l'impérialisme évolue. Et donc, c'est la définition de Rosa Luxembourg, la Goat. Et dans son livre L'accumulation du capital, Rosa Luxembourg nous dit « L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste ». C'est simple, hein? Bon, en vrai, la phrase est un peu plus longue, mais l'essentiel est là. Je vais tâcher de vous l'expliquer pour que vous compreniez bien pourquoi cette définition est importante. Elle est importante parce qu'elle permet de relier l'impérialisme au capitalisme. L'impérialisme, c'est la conséquence logique, normale, du mode de production capitaliste moderne. Cette définition nous permet déjà d'éviter l'écueil de l'anistorisme, c'est-à-dire de faire croire que l'impérialisme a toujours existé. Attention, ça ne veut pas dire que dans le passé, avant l'époque moderne, les États n'avaient pas de velléité expansionniste, de conquête ou de domination. Simplement, ces velléités d'exploitation, de domination, se font aujourd'hui sous la forme de l'impérialisme. Le deuxième avantage de cette définition, c'est qu'elle rappelle que l'impérialisme est lié au mode de production capitaliste. Donc il y a un fort accent économique. Parce que, comme on l'a dit, l'impérialisme, ce n'est pas seulement les tanks, c'est surtout le processus économique, les échanges inégaux. C'est même la majeure partie de l'impérialisme, on pourrait dire. En gros, les gouvernements et les bourgeoisies nationales, pour assurer leurs bénéfices et leur domination, et pour outrepasser les contradictions internes, que ce soit notamment assurer un niveau de vie suffisant à la population locale pour faire taire les contestations possibles, notamment du mouvement ouvrier, eh bien ces bourgeoisies nationales, avec l'aide de leur gouvernement, vont chercher ailleurs les moyens d'assurer ces bénéfices. Voilà, dans les autres territoires, les autres pays. Et pour ce faire, il y a deux grands moyens. Le premier, c'est d'écouler sa production dans ces pays. L'idée, elle est très simple, c'est d'aller conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux consommateurs et donc des acheteurs. Surtout quand le marché national, le marché local est saturé parce que tout le monde a déjà acheté le produit ou qu'il n'en a plus besoin. C'est donc très important pour les capitalistes d'avoir toujours de nouveaux marchés, de les conquérir. Le deuxième gros moyen pour améliorer les bénéfices, c'est de réduire les coûts de la production. Et pour ça, rien de mieux, rien de plus efficace que la surexploitation d'une main-d'œuvre pas chère. Et où est-ce qu'on trouve une main-d'œuvre pas chère à surexploiter? Eh bien, dans les pays du Sud. C'est pour ça qu'on dit que les travailleurs des pays du Sud ne sont pas exploités, mais surexploités. Et s'ils sont surexploités, ce n'est pas parce qu'ils sont dirigés par des leaders corrompus, ce n'est pas parce qu'ils évoluent dans des cultures arriérées, ou ce n'est pas en raison d'un dysfonctionnement de leur économie, c'est au contraire le fonctionnement normal de l'économie capitaliste. L'économie capitaliste, si elle fonctionne bien, eh bien, il y a des pays en sous-développement. Le capitalisme génère un ordre mondial où il y a un centre qui est développé et la périphérie qui est sous-développée et surexploitée. Pour ça, allez voir notamment les théories de Samir Amin, qui est un Goat aussi et qui est un incontournable, même si c'est un petit peu compliqué à lire, donc peut-être qu'on fera une vidéo pour vulgariser ses idées. Mais Samir Amin, voilà, allez lire. Si on veut être pointilleux, il faudrait dire qu'il faut distinguer la bourgeoisie nationale du gouvernement. Mais il faut aussi préciser que le gouvernement a plutôt intérêt à satisfaire les appétits de la bourgeoisie nationale et non pas seulement parce que lui aussi fait partie de cette bourgeoisie nationale. Non, ces gouvernements ont intérêt à ce que ces bourgeoisies nationales soient aussi compétitives sur le marché mondial et donc elles doivent défendre des structures qui assurent cette domination. En fait, les gouvernements ont intérêt à ce que leur bourgeoisie nationale soit compétitive sur le marché mondial. Et donc, pour ça, il faut garantir des institutions, des structures qui assurent la puissance et la domination de leur bourgeoisie nationale. Donc, il ne faut jamais perdre de vue l'aspect économique de l'impérialisme qui ne se résume pas au tank, mais qui est surtout un processus économique, des échanges inégaux, l'imposition plutôt de normes, de politiques, d'échanges entre le Nord et le Sud. Par exemple, des institutions comme l'OMC ou le FMI sont des instruments impérialistes. Des instruments impérialistes diablement efficaces et qui sont parfois beaucoup plus meurtriers que des guerres sur le temps long.
Ce sont ces institutions qui vont imposer des politiques néolibérales, dont les premières victimes seront les classes populaires, aux pays du Sud. Les interventions militaires, c'est souvent la dernière solution, déjà pour maintenir le système en place, pour maintenir les structures économiques, mais aussi pour sanctionner un pays qui décide de trop faire pour lui-même, d'être trop souverain ou de ne pas suivre la doxa économique libérale. Tout ça pour dire in fine que l'impérialisme est le produit du capitalisme. Le capitalisme pousse à l'impérialisme. Si vous voulez être un État dominant dans l'ordre économique mondial actuel, dans le mode de production capitaliste, il faut être impérialiste. C'est automatique, vous ne pouvez pas faire autrement. On pourrait même dire qu'à l'état actuel du capitalisme mondial, quasiment tous les pays sont impérialistes, ou plutôt tous les pays sont entraînés dans la logique impérialiste, même s'ils sont perdants. Toutefois, il ne faut pas tomber dans le relativisme. Ce n'est pas parce que tous les pays sont entraînés dans l'impérialisme qu'il n'y a pas des dominants et des dominés, des gagnants et des perdants, qu'il n'y a pas une hiérarchie. On pourrait prendre, je ne sais pas, l'image d'un train. Voilà, l'impérialisme, c'est le train. Il y a la locomotive, qui est aujourd'hui les États-Unis. Il y a les premiers wagons, les puissances occidentales, puis petit à petit la Chine, l'Inde, etc. Puis il y a les derniers de cordée. Et ce train, il nous entraîne tous vers le mur. C'est génial. Bref, ça c'était une présentation très vulgarisée de l'impérialisme d'un point de vue marxiste. Une présentation que je voulais aussi accessible. Mais le point important pour moi, c'est déjà d'insister sur l'aspect économique et aussi de dire que l'impérialisme est lié au capitalisme, à ce mode de production actuel. L'impérialisme ne peut pas disparaître si le capitalisme existe. Tant qu'il y aura du capitalisme, il y aura de l'impérialisme. Donc effectivement, le système s'autodéfend comme il peut, et la seule façon dont peut se protéger le système à la fin, c'est justement cette augmentation des dépenses militaires. Et elle écrit son ouvrage en 1913, 1914. Donc ça va être le début de la Première Guerre mondiale. Donc c'est finalement, ça prouve tout ce qu'elle avait démontré jusque-là, et même donc en pleine Première Guerre mondiale, elle écrit un petit ouvrage qui s'appelle La brochure de Junius en prison à l'époque. Donc elle se retrouve en prison parce que opposée à la guerre et ayant fait des grands discours auprès des ouvriers sur cette question. Elle écrit à cet ouvrage, ou cette brochure de Junius, où elle montre que la Première Guerre mondiale mènera assez rapidement vers une Deuxième Guerre mondiale, voire une Troisième Guerre mondiale, etc. Et qu'effectivement, finalement, le système va totalement droit dans le mur. Et c'est pour ça qu'elle finit justement cette brochure de Junius avec des éléments où elle explique que le maintien du capitalisme aujourd'hui n'est pas compatible avec les progrès de l'humanité. C'est que la seule façon de se défendre aujourd'hui et de se maintenir, c'est d'aller vers une destruction, une autodestruction de son système et de sa population. Donc si vous voulez la fin de l'impérialisme, détruisez le capitalisme. Allez, fin de vidéo, salut, bonne chance, débrouillez-vous. Je rigole, je suis marrant. Donc, est-ce qu'on est devant le retour de l'impérialisme avec l'invasion russe, avec les politiques de Trump, avec tout ça, Xi Jinping, Taïwan? Non. L'impérialisme, il a toujours été là, il a toujours existé. Il n'a pas disparu, il n'est pas revenu. Simplement, avec la chute de l'URSS, la domination états-unienne était incontestée et tout le monde a crié à la fin de l'histoire. Mais en réalité, la domination, elle se perpétuait. C'est juste que comme les Occidentaux étaient les grands gagnants, ils n'avaient plus trop besoin vraiment de faire des guerres partout pour assurer leur pouvoir. Les institutions comme le FMI faisaient déjà le taf, donc ça avait un aspect un peu plus pacifié. Alors je mets des guillemets à pacifier parce qu'en fait, il y a toujours eu des guerres. Voilà. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, mais même la France, ont continué à faire des interventions militaires, à tuer des gens. Regardez le Moyen-Orient, regardez l'Irak. Voilà, il y a toujours eu des guerres. C'était juste pacifié pour nous, on était bien, on était les gagnants, tranquilles, cool. Voilà. Je rappelle que Macron a parlé du retour de l'impérialisme avec l'invasion de la Russie en Ukraine. Et c'est une dinguerie. Comment ça se fait que ça n'a pas fait scandale? Allez demander aux pays africains, allez demander aux pays arabes si la France n'était pas impérialiste. Je rappelle qu'on a fait des interventions militaires en Afrique, on a encore des bases en Afrique, on a encore le franc CFA. C'est une folie. La France est toujours et a toujours été un pays impérialiste. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, j'avais fait une vidéo avec Parole d'honneur sur le sujet et on avait parlé notamment du nombre de victimes causées par l'impérialisme français ces 20 dernières années, je crois, ou ces 30 dernières années. Et c'est pas très joli.
Selon certains, le colonialisme et l'impérialisme, c'est de l'histoire ancienne pour la France. Pourtant, quand on regarde les faits, depuis 2001, la France a occupé et bombardé plus de 12 pays et elle a peut-être causé la mort de 100 000 personnes. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer tout ça et on va voir pourquoi et comment. Et on va répondre à la question, est-ce que la France est encore un pays impérialiste et colonialiste? Ouais, ta gueule. Oula, là, c'est pas faire mal. Là, c'est efficacité, là. Il y a plus de village. Ça fait plaisir. Mais on nous demande à reloger, là. Ça fait plaisir. Non, il va falloir que tu laisses ta tente et tout le monde à reloger. C'est clair. Eh, il va y avoir de la viande ce soir. Et celle-là, elle sera pas périmée. Et l'autre baraque, elle crame encore, hein. On est vraiment des bâtards. S'il faut, il y a des gamins dedans. Ils sont en train d'exploser. Ah non, mais il y en a plus, là, des gamins. Il y a plus rien. Ils sont dehors, là. Ouais. Enculé. Tu vois, les gars, il est midi, là. Attends. Donc, il n'y a pas de retour de l'impérialisme. L'impérialisme a toujours été là. L'impérialisme est inhérent au mode de production capitaliste. On a plutôt une radicalisation de l'impérialisme. Et cette radicalisation de l'impérialisme est due à la crise majeure du capitalisme, mais aussi à la montée en puissance de États qui peuvent contester l'ordre occidental, que ce soit la Russie, mais surtout l'Inde et surtout la Chine, qui est la plus grande menace pour la domination états-unienne. Voilà. C'est pour ça que Trump est au pouvoir, parce que les États-Unis, ils sont contestés. Hein. Et donc les États-Unis, comme ils sont contestés, ils deviennent de plus en plus violents. Bon, maintenant qu'on a essayé de faire une présentation un peu synthétique de ce qu'est l'impérialisme d'un point de vue marxiste, il faut maintenant se demander comment lutter contre ça. C'est quoi une politique anti-impérialiste solide? C'est un sujet très important, mais aussi très touchy, parce qu'il divise beaucoup dans le camp de la gauche radicale. Il n'y a pas non seulement des débats sur la définition de l'impérialisme, mais aussi sur la manière de lutter contre cet impérialisme. Donc là, ce que je vais vous présenter comme ligne anti-impérialiste que je trouve conséquente et solide, c'est la mienne. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que je la trouve conséquente et solide, quoi. Je ne vais pas avoir une ligne que je trouve fragile. Et la ligne que je souhaiterais vous présenter ici, il faut préciser, c'est très important, que c'est la ligne que doit avoir ou que devrait avoir un militant anti-impérialiste du Nord, et en particulier ici en France. Pour moi, c'est essentiel de rappeler que ton travail militant, il doit être contextualisé. Voilà, tu t'inscris dans un certain contexte. Parce que ce contexte te donne des responsabilités, mais aussi des capacités d'action. Alors, pour vous introduire ma ligne, je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'avais 18 ans. Ce n'est pas vraiment un marxisme, mais c'est plutôt dans la gauche radicale. C'est le livre « La responsabilité des intellectuels » écrit par Noam Chomsky. Je sais, Noam Chomsky, apparemment, il y a des trucs sombres avec Epstein, je ne sais pas. Ouais, c'est pas le souci. Allez quand même lire les livres de Noam Chomsky. Il a fait un travail sur l'impérialisme américain qui est pour moi extraordinaire, qui est incontournable. Et plus vous lisez Noam Chomsky, plus vous devenez anti-américain, primaire, secondaire, tertiaire, tout le reste. Voilà, comprenez que le grand Satan, c'est les États-Unis. Donc, allez quand même lire Chomsky, ça reste très intéressant dans le travail de journaliste qu'il a fait contre l'impérialisme américain. À quel niveau les États-Unis et ses alliés sont-ils responsables des attaques terroristes dans le monde entier? La pire campagne terroriste dans le monde est de loin celle qui est orchestrée à Washington même. C'est une campagne mondiale d'assassinat. Il n'y a jamais eu de campagne terroriste de cette échelle. Quand vous parlez de campagne globale d'assassinat? La campagne de drones, c'est exactement cela. Sur de grandes parties du monde, les États-Unis, publiquement, ouvertement, il n'y a rien de secret dans ce que je dis. Nous le savons tous. Les États-Unis réalisent une campagne d'assassinat de personnes suspectées de nuire un jour au gouvernement américain. Mais revenons au livre dont je voulais parler, La responsabilité des intellectuels. Pourquoi ce livre m'a marqué? Parce qu'à l'époque, Noam Chomsky avait décidé de répondre aux critiques qui lui étaient faites. On reprochait à Noam Chomsky ses positions politiques. Surtout, on reprochait à Noam Chomsky d'être trop anti-américain. Oh là là, Noam, pourquoi vous êtes aussi anti-américain? On a l'impression que les grands méchants, c'est les Américains. Oui. Donc on lui reprochait son anti-américanisme primaire, de trop focaliser sur les États-Unis et ne pas assez parler, je ne sais pas, des autres impérialismes. Pourquoi il ne parle pas de l'impérialisme de la Russie ou de l'impérialisme de la Chine? Noam? Et si cette critique vous semble familière, c'est normal, c'est la critique qu'on nous fait quand on parle de l'impérialisme français. On va nous dire, oui bon, et la Chine, et la Russie. Voilà. Et quelle a été la réponse de Noam Chomsky? Il n'a pas nié. Effectivement, il critique surtout et avant tout l'impérialisme américain. Et il dit même que c'est un devoir pour lui de critiquer avant tout l'impérialisme américain.
C'est sa responsabilité première, la responsabilité des intellectuels. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Noam Chomsky est un intellectuel américain. Voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça signifie beaucoup. Il vit aux États-Unis et donc il profite de l'impérialisme états-unien. Son mode de vie plutôt confortable est dû à l'impérialisme américain, ses interventions à l'extérieur. Et donc sa responsabilité première, vu son mode de vie et vu l'endroit où il vit, c'est de critiquer l'impérialisme américain. La seconde raison pour laquelle il ne critique pas trop l'impérialisme chinois et russe, c'est qu'il ne voit pas pourquoi il le ferait, quelle serait la raison vraiment primordiale qui devrait l'amener à critiquer l'impérialisme chinois ou russe, sachant que dans toute la sphère médiatico-politique, c'est déjà le cas. L'ensemble du champ politique et médiatique américain, mais aussi français aujourd'hui, est déjà en train de critiquer l'impérialisme chinois ou russe. Le travail est déjà fait, même s'il n'est pas super bien fait, mais il y a déjà des voix qui sont en train de nous dire que la Chine et la Russie, c'est pas cool. Donc pourquoi ajouter sa voix à ça, à cette cacophonie? Sans oublier que pour lui, il n'y a pas vraiment beaucoup de courage à critiquer l'impérialisme d'un autre pays, quoi. Surtout quand tu es à des milliers de kilomètres. Quel est l'intérêt pour un Français qui vit en France, avec tout ce qu'on sait des actions de la France à l'étranger, de critiquer l'impérialisme chinois ou russe? Et c'est quoi le courage? Enfin, la troisième raison pour laquelle Noam Chomsky critique tout d'abord l'impérialisme américain, c'est par des soucis d'efficacité. Tout simplement. Il vit dans la première puissance mondiale. Il faut rappeler que les États-Unis, mais c'est aussi un peu le cas pour nous la France, parce qu'on est dans le camp occidental et on est aussi un pays qui en opprime plein d'autres, on a une place importante. Je veux dire, c'est pas rien. On a du travail à faire. Surtout que c'est déjà difficile d'attaquer l'impérialisme français. Donc imaginez détruire l'impérialisme chinois ou russe sans vivre en Russie ou en Chine. Comment ça se passe? Comment on peut agir? On n'arrive même pas à être efficace vraiment, pleinement dans l'endroit où on vit, dans le pays où on vit, et on nous demande là d'avoir comme priorité l'impérialisme chinois et russe. Non mais déjà, là on peut agir, là on a des capacités d'action, et concentrons-nous sur ça. Et cette ligne anti-impérialiste qui consiste à critiquer d'abord l'impérialisme de son propre pays, elle me semble être la plus cohérente et la plus efficace, surtout pour nous, militants anti-impérialistes du Nord et notamment de la France. C'est la ligne que j'adopte. Et je l'adopte non pas parce que je serais un anti-français primaire, secondaire, parce que j'aurais une détestation de la France ou que sais-je, mais justement parce que je suis français, portel de merde, j'ai le droit. Il ne s'agit pas de se culpabiliser ou de s'auto-flageller, mais juste de prendre notre responsabilité. Et critiquer l'impérialisme français, c'est critiquer aussi son camp, c'est-à-dire critiquer l'impérialisme occidental. On voit que les Français sont... même si Trump les bouscule un peu, toujours alliés des États-Unis. On l'a vu là avec la guerre en Iran. Les Français sont aussi partie prenante de l'Union européenne. Les Français sont partie prenante de l'OTAN. Donc critiquer l'impérialisme de la France, c'est aussi critiquer l'impérialisme occidental qui fonde notre pouvoir. Et cette position, elle n'est pas fondamentalement nouvelle. Elle fait partie d'une certaine tradition de la gauche radicale, surtout celle marxiste-léniniste, avec un concept qui est un peu oublié, qui est celui du défaitisme révolutionnaire. L'idée, elle est très simple. Elle consiste pour les militants d'une nation impérialiste à nuire aux intérêts de leur propre impérialisme, et ce, dans une perspective révolutionnaire. Et cette ligne, elle est critiquée. Et je vais tâcher ici de répondre aux critiques pour vous expliquer pourquoi ces critiques ne tiennent pas la route, quoi. Et pourquoi notre ligne, elle est solide. C'est celle qu'il faut adopter. Ok ? La première critique qu'on entend, et elle me fait marrer, je la trouve extraordinaire, c'est que mettre à bas l'impérialisme français, c'est c'est laisser le champ libre aux autres impérialismes. En gros, si la France n'est pas là, il y aura la Russie ou la Chine. C'est un peu l'argument qu'on nous donne en Afrique. On nous dit, oui, mais si la France part d'Afrique, va voir les Russes, va voir les Chinois. Et je trouve ça dingue, je trouve ça fascinant. En gros, puisqu'il y a d'autres puissances impérialistes qui vont venir surexploiter et dominer ces populations du Sud, autant que ce soit le nôtre, non? Tant qu'à faire. Plus bon, en plus, notre impérialisme français et puis l'impérialisme occidental, contrairement à l'impérialisme chinois ou russe, c'est quand même un truc un peu plus cool, un peu plus sympa, quoi. Nous, c'est l'impérialisme des démocraties libérales, ça va. Et à pire que nous, Mediapart. Donc déjà, d'un point de vue éthique, je trouve cette contradiction, cette opposition
fascinante. Juste d'un point de vue éthique, ça dégage quoi. C'est pas parce que si j'exploite pas cette personne, une autre va l'exploiter que c'est à moi de l'exploiter en fait. Ça ne marche pas comme ça la vie. Mais surtout, cette position ne peut que entretenir la logique impérialiste, la logique de compétition entre les pays. Parce qu'elle consiste à dire que si c'est pas nous, c'est eux. Et donc, bah voilà, et eux ils vont se dire pareil. Si c'est pas eux, c'est nous. Voilà. Donc on est dans la logique, dans l'engrenage impérialiste. Et comment prétendre avoir une ligne anti-impérialiste si l'une des positions c'est de se dire ah mais quand même, c'est mieux d'avoir notre impérialisme que celui d'un pays étranger. En réalité, il y a beaucoup de gens à gauche qui, certes, n'aiment pas l'impérialisme français, n'aiment pas qu'on exploite les populations du Sud, mais qui ont quand même du mal à le critiquer parce qu'ils savent que, bon, les coûts seraient énormes. Hein. Ça remettrait en question notre mode de vie, quoi, notre domination. Ben oui, c'est un coup d'être un militant anti-impérialiste. Je pense qu'il faut plutôt avoir le courage de dire non. Non, on refuse cette logique, on refuse cette dynamique, on refuse cet engrenage, on refuse d'aller dans ce processus-là et dans cette compétition-là. Et on prône plutôt un défaitisme révolutionnaire. Tant pis si d'autres puissances impérialistes prennent notre place. Tant pis si l'effondrement de notre impérialisme profite à d'autres. Car tout d'abord, on aura rempli notre devoir de militant anti-impérialiste. On pourra se regarder devant un miroir, devant la glace, avec l'idée qu'on a rempli notre devoir, et je vous jure que c'est pas rien. Mais surtout, il ne faut pas minorer l'impact que ça aurait si nous, les militants anti-impérialistes de France, on arrivait à faire s'effondrer l'impérialisme français. J'ai l'impression que les gens disent ça comme si c'était rien. Mais quand même, ça serait un impact énorme au niveau planétaire qu'une puissance comme la France ne soit plus impérialiste. Ça voudrait dire déjà que on a pris le pouvoir en France, hein, c'est pas rien, hein, que ça pourrait aussi donner de l'élan, de la force à d'autres militants anti-impérialistes. Et puis la France a quand même les moyens, petit à petit, d'imposer une autre ligne. Alors, je ne dis pas que c'est la plus puissante, mais c'est une part non négligeable. Donc oui, il y a un intérêt politique révolutionnaire à avoir une ligne de dire stop à l'impérialisme français, peu importe les autres impérialismes. Et on compte sur les camarades des autres pays pour faire aussi le travail. À partir de cette position, certains nous accusent de campisme. Grosso modo, comme nous serions opposés au camp occidental qui représenterait le mal, oui, nous serions favorables au succès de l'autre camp. Déjà, je ne pense pas qu'il existe un autre camp homogène. Alors oui, il y a des alliances entre la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde, etc. Mais on voit que déjà ces alliances sont extrêmement fragiles, hein, qu'elles ne résistent pas vraiment au rapport de force. On le voit notamment l'Iran qui est un peu délaissé par la Chine et la Russie. Mais surtout, je ne pense pas qu'on est face à un camp homogène parce qu'il n'y a pas d'idéologie commune qui pourrait permettre de les unifier, de les homogénéiser un tant soit peu. Hein, entre l'Iran, la Chine et la Russie, rien que les trois pays, c'est quand même trois idéologies différentes. En plus, si on pouvait comprendre un tant soit peu le campisme dans les années 60, 70, 80, avec l'existence d'un bloc dit communiste, et donc avec tout l'idéal révolutionnaire qu'il y avait derrière, hein, l'idée que, mais si on a la défaite du camp américain, on aura la victoire du camp communiste, et donc le socialisme, le bonheur, la paix sur Terre, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est même plus du tout le cas aujourd'hui. La Russie ne me fait pas rêver, l'Iran ne me fait pas rêver, la Chine ne me... Bref, bon, allez, plus sérieusement, même la Chine communiste, il faut quand même rêver très fort pour y croire, quoi. Il y a quand même des raisons d'être un peu inquiet de la montée en puissance de l'impérialisme chinois. On espère le communisme en 2050, on ne sait pas, si Dieu veut. Hein. Mais voilà, bref, il n'y a pas de camp qui fait vraiment rêver. Je ne souhaite pas la victoire d'un camp sur un autre, je souhaite la fin de l'impérialisme. Tout court. La paix dans le monde, merde. Parce que le défaitisme révolutionnaire, il n'a pas pour objectif de permettre la victoire d'une autre puissance impérialiste, mais de briser la dynamique impérialiste, de briser cette concurrence inter-impérialiste ou intra-impérialiste en faisant émerger une lutte révolutionnaire. Enfin, la grande critique, celle sur laquelle je vais davantage m'épancher, la critique qu'on nous fait surtout à gauche, sur notre ligne, c'est de dire qu'on ne serait pas assez solidaire des populations du Sud. Et surtout celles qui souffrent sous le joug des dictateurs. D'ailleurs, là je dis que c'est les critiques à gauche, mais c'est aussi un argument qui est avancé par le camp politique de droite et même les puissances impérialistes. Voilà. Très souvent, ils justifient leurs interventions avec l'idée de sauver ces populations. Alors parfois, c'est sauver les femmes, sauver les homosexuels, sauver les enfants, sauver une minorité, bref, sauver une population qui souffre. Et donc, pour sauver cette population, il faut faire la guerre et renverser le tyran. C'est ce qui se passe actuellement en Iran. Et c'est un argument qui est très efficace, hein.
Déjà parce que ça amène beaucoup de gens à soutenir ces attaques, mais aussi à gauche, à soutenir, mais aussi à ne pas s'opposer frontalement aux interventions dans les pays du Sud. Voilà, on le voit notamment avec Europe Écologie Les Verts, qui a abandonné son pacifisme. Mais il y a vraiment une gauche molle qui est très sensible à cet argument et qui n'ose pas s'opposer à ces bombardements parce que quand même, il y a une population qui souffre, hein, vous savez, les femmes iraniennes. Et donc, ça serait un peu la logique des guerres humanitaires. C'est-à-dire, oui, certes, peut-être que les puissances, les Trump ne font pas pour ça, hein, ne font pas pour des raisons humanitaires, mais quand même, il y a un aspect humanitaire à ces guerres. Il faut sauver ces populations, il faut les sauver de ces dictateurs sanguinaires. Eh bien, je vais essayer de répondre une fois pour toutes à cette position des guerres humanitaires à partir du cas iranien, parce que le cas iranien est très, très, très intéressant et illustre les limites de cette position des guerres humanitaires et pourquoi notre ligne, ma ligne, je vais dire ma ligne pour ne pas engager d'autres personnes avec moi, ma ligne est plus solide. Mais bon, c'est pas ma ligne, c'est pas moi qui l'y ai pensé tout seul. Hein. Mais voilà, je veux juste engager moi dans cette vidéo. Dans le cas de l'Iran, notons que cette guerre humanitaire, enfin cette guerre qui permettrait de sauver la population iranienne du joug de dictateurs, elle est menée par Israël et les États-Unis. Donc je rappelle, un État qui commet un génocide et un dirigeant d'extrême droite qui menace la planète entière. Groenland, Canada, Panama, depuis sa victoire, Donald Trump multiplie les revendications territoriales provocatrices. Récemment, le nouveau président américain a annoncé vouloir faire du Canada le 51e État américain. Ensemble, quelle grande nation nous formerions. Mardi, Donald Trump a menacé de faire usage de la force économique contre le Canada, un allié du Nord qu'il estime subventionné par les États-Unis pour sa protection. Utiliser l'armée américaine pour s'emparer du Groenland, l'hypothèse est clairement étudiée par la Maison-Blanche selon sa porte-parole. L'armée américaine est toujours une option à la disposition du commandant en chef. La rhétorique de Donald Trump au sujet du Groenland n'a jamais changé depuis son premier mandat. Il convoite ces terres riches en minerais et souhaite contrer les menaces russes et chinoises. De son côté, le chef de la diplomatie danoise souhaite dialoguer au plus vite. Déjà, ça me paraît mal parti, hein. Ça me paraît assez contradictoire. Et d'ailleurs, très peu dans les médias occidentaux, très peu de personnes dans les médias occidentaux soulignent cette contradiction. On compte vraiment sur Israël pour sauver une population, sur les États-Unis de Trump. Après, c'est vrai que, contrairement à l'Iran, Israël ne massacre pas sa population, mais une autre population. Donc peut-être que ça passe, c'est comme ça que ça devrait marcher. Mais moi, ce qui m'attriste vraiment, c'est que l'argument des guerres humanitaires, l'argument de faire la guerre pour sauver la population, marche encore en putain de 2026. Si c'est pas possible, à un moment donné, il faut tourner la page sur ça. Déjà, rappelons à ceux qui sont pacifiques, mais qui se laissent facilement convaincre par la propagande belliciste, quand des États veulent faire la guerre, ils amènent toujours des justifications qui sont soit défensives, soit humanitaires. Défensive, c'est de dire, si on ne les attaque pas, ils vont nous attaquer. C'est soit eux, soit nous. Et c'est ce qui amène notamment les attaques préventives. Et le deuxième prétexte, c'est des interventions humanitaires. Hein. Déjà, je rappelle que la colonisation, on a aussi fait avec ces arguments-là. Il faut civiliser, aider les populations du Sud à connaître la civilisation. Et dans les guerres, il y a toujours l'idée que il faut qu'on détruise les dirigeants pour sauver la population. Regardez les 30, 40, 50 dernières années et toutes les interventions, notamment dans le Moyen-Orient. Hein, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, etc. Voilà, bref. Ça m'ennuie tellement, on doit se répéter la même chose, quoi. C'est toujours la même propagande. Et dans le cas iranien, comme je vous l'ai dit, on a les deux arguments. Hein. Déjà, Israël, l'Iran est une menace pour Israël, donc on peut bombarder l'Iran. Alors, est-ce que dans cette logique-là, la Palestine pourrait bombarder Israël? Parce que j'ai quand même l'impression que pour la Palestine, l'Israël est une menace existentielle. Je vous laisse répondre à cette question, je ne sais pas. Puis l'Iran menace pour la paix mondiale, parce qu'on a ça, on n'a pas seulement l'Iran menace pour Israël, on a l'Iran menace pour la paix mondiale. C'est les États-Unis et Israël qui attaquent l'Iran, bordel de merde. Non mais les États-Unis menacent tout le monde, ils sont intervenus au Venezuela. Combien d'années les États-Unis ont passé leur existence sans guerre? Les États-Unis ont passé le plus clair, la majorité de leur existence, en faisant une guerre. Il y a toujours eu une guerre, quasiment. Il y a eu très peu d'années de paix dans l'histoire des États-Unis. Les États-Unis ont fait la guerre partout dans le monde et ont des bases militaires partout dans le monde. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir largué 2 fois la bombe nucléaire. Trump menace tout le monde. Qui est une menace pour la paix dans le monde entre l'Iran et les États-Unis?
sans même apprécier l'Iran. Quand même l'impression que c'est les États-Unis aussi et surtout parce que les États-Unis ont les moyens de mettre en exécution leurs menaces. Parce que l'une des justifications qui a aussi été donnée pour faire la guerre en Iran, c'est dire que l'Iran allait avoir l'arme nucléaire. Et comme l'Iran allait avoir l'arme nucléaire, on pouvait bombarder l'Iran. Première question, pourquoi l'Iran ne pourrait pas avoir l'arme nucléaire ? Personne ne se pose cette question, et elle paraît folle, on dirait que je suis un pro-iranien et tout, même pas. Mais pourquoi l'Iran ne pourrait pas avoir l'arme nucléaire alors que les USA ont l'arme nucléaire, les USA de Trump, Poutine a l'arme nucléaire, le Pakistan a l'arme nucléaire, Israël a l'arme nucléaire, donc déjà, pourquoi l'Iran, eux, n'auraient pas le droit ? Et pourquoi d'ailleurs c'est les pays qui ont l'arme nucléaire qui décident de qui peut avoir l'arme nucléaire ? C'est un club fermé en fait, il fallait l'avoir avant, sinon c'est terminé. Je m'en raille. On nous dit, ouais, mais si l'Iran a l'arme nucléaire, il l'utiliserait forcément. Pourquoi ? Il faut m'expliquer rationnellement ce qui pourrait permettre de laisser penser que l'Iran va automatiquement utiliser l'arme nucléaire si elle a l'arme nucléaire, sans tomber dans les clichés racistes, islamophobes et orientalistes. Parce que voilà, la seule justification, c'est de faire passer les Iraniens pour des sauvages sanguinaires qui sont prêts à faire exploser la terre entière pour juste comme ça, par plaisir. Parce qu'ils aiment larguer des bombes nucléaires. Voilà, s'il y a bien des personnes dont j'ai peur de l'utilisation de l'arme nucléaire, ce serait plutôt Trump et Poutine. Et pas de chance, ce sont les deux personnes qui sont à la tête d'un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire. C'est ahurissant. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas en train de paniquer du fait de vivre dans un monde qui a deux pays qui a les capacités de détruire 150 fois la Terre. Pourquoi on ne panique pas en fait ? Qui constitue un réel danger pour la paix dans le monde ? Je veux bien que l'Iran, c'est pas extraordinaire, je veux bien que ce soit une menace, mais je veux dire, si on part de ce principe-là, les États-Unis sont une menace encore plus grande et encore plus importante pour la paix dans le monde. Et pour revenir sur le nucléaire, je tiens à préciser que moi je suis dans l'idéal pour un monde sans nucléaire, pour un monde sans nucléaire, mais à partir du moment où on a des puissances comme le Pakistan, la Russie, les États-Unis qui ont l'arme nucléaire, je ne vois pas pourquoi l'Iran ne pourrait pas détenir l'arme nucléaire. Surtout quand on voit comment fonctionne l'ordre mondial. En fait, tout pousse des puissances comme l'Iran à vouloir posséder l'arme nucléaire. On est dans un ordre mondial, surtout avec cette radicalisation actuelle, où tout se règle par le rapport de force, par la violence, où, pour être fort, pour être puissant, il faut être armé. Je rappelle Macron, il faut être craint. Pour avoir la paix, il faut être craint. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. Dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Alors pourquoi l'Iran ne pourrait pas avoir la même logique ? Les gens, dites-moi si je suis fou en posant ces questions, parce que j'ai l'impression qu'elles ne sont jamais posées. T'as Macron qui arrive, il dit « il faut être craint, donc il faut avoir l'arme nucléaire, il faut avoir du budget d'armement, mais si l'Iran fait pareil, non, là c'est une menace pour la même mondiale et on les bombarde ». Les choses telles qu'elles se déroulent aujourd'hui montrent plutôt à des puissances comme l'Iran que le nucléaire, c'est un peu leur assurance vie. C'est aussi pour ça que la Corée du Nord veut le nucléaire. Parce qu'ils voient bien que s'ils ne veulent pas se faire attaquer par les États-Unis ou par une autre puissance occidentale, tout en restant autonomes et souverains, il faut qu'ils aient l'arme nucléaire. Moi, je ne trouve pas ça extraordinaire. Je trouve ça même horrible qu'on ait encore de l'arme nucléaire. Mais justement, si vous voulez que ces pays-là ne possèdent plus l'arme nucléaire, déjà faites en sorte que les États-Unis, la Russie et toutes les puissances nucléaires se débarrassent de leur arsenal nucléaire. Allez leur demander. Et surtout, si on ne veut pas que les pays se disent qu'il faut qu'ils aient l'arme nucléaire, il faut assurer un ordre mondial dans lequel tout ne se règle pas au rapport de force, à la violence, mais plutôt à la diplomatie, au dialogue et à la solidarité. Pour ça, on en revient à l'idée qu'il faut renverser l'impérialisme et donc le capitalisme. C'est terrible de dire que c'est rationnel pour l'Iran de vouloir posséder l'arme nucléaire, mais c'est la real politique. Cette real politique, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais c'est la real politique qui conduit les USA et la France à mener des politiques impérialistes qui sèment la mort partout dans le monde. C'est par la real politique qu'on justifie la guerre et c'est la real politique qui justifie l'intervention en Iran. Voilà.
Bon, c'est bien. Attends, parce que j'ai pas l'étard. D'habitude, c'est l'étard qui fait le gars qui s'oppose. Donc, je vais essayer de faire le gars qui s'oppose. Bon, c'est bien beau tout ce que tu dis, Wissam, hein, c'est bien joli, hein, mais tout ça, mais ça règle pas la question des populations opprimées par des méchants, hein, par des tyrans. Hein. Ok, on n'aime pas nous aussi les USA, on n'aime pas Israël, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand même, l'Iran, les mollahs, les islamistes, les pendaisons, c'est pas fou. Hein. Il faut intervenir, Wissam. Wissam, tu veux laisser les gens mourir, Wissam? Tu veux laisser les gens mourir? Ouais, il parle comme ça. Pour répondre à cette objection de Wissam, tu veux laisser les gens mourir, je voudrais revenir, une petite parenthèse, revenir sur l'intervention américaine au Venezuela et surtout la ligne de la pas du team. Et sur leur ligne par rapport à l'intervention américaine au Venezuela, j'avais un seul désaccord avec eux. Parce que je rappelle, on s'opposait tous à l'intervention américaine, libérer Maduro, etc., etc. Moi, il y avait une seule chose sur laquelle je n'étais pas d'accord avec eux, c'était cette obstination à essayer de prouver que le Venezuela de Maduro, ou même après, c'était une tentative de communisme, c'était le socialisme réellement existant, c'était une bonne expérience. Et c'est même pas que je suis d'accord, pas d'accord, c'est que pour moi, ce n'est pas un débat intéressant dans une ligne anti-impérialiste. On s'en fout de savoir quelle politique a mené Maduro et quelle politique vont mener ses successeurs au Venezuela. Enfin, on s'en fout. Pour comprendre les expériences sud-américaines, ça peut être intéressant, il n'y a pas de souci d'un point de vue culture générale et pour enrichir nos expériences. Mais d'un point de vue d'une ligne anti-impérialiste, on s'en fout. Même si Maduro avait été le pire dictateur, j'aurais été contre l'intervention états-unienne. C'est un principe important à dire. Ma ligne anti-impérialiste, c'est dire que peu importe le régime en place, je ne compte pas du tout sur les puissances impérialistes bourgeoises occidentales pour sauver les populations qui souffrent. Au contraire, ce n'est pas la solution. C'est même un danger. C'est simple en fait. Ça ne paraît pas aberrant de se dire qu'on ne compte pas sur Trump pour sauver des populations du Sud. Si ces puissances interviennent dans les pays du Sud, ce n'est pas pour des raisons humanistes. Ça, c'est seulement pour convaincre les gauchistes ou pour donner légitimité à son intervention. Ils font ça simplement pour servir leurs intérêts propres. Si c'était réellement les intérêts des minorités, les intérêts des classes populaires, les intérêts des femmes, les intérêts des homosexuels, les intérêts des faibles qui les poussaient à intervenir dans les pays du Sud, alors déjà, pourquoi maintenir en place un mode de production qui perpétue et même accentue ces inégalités ? Mais aussi, pourquoi maintenir des bonnes relations avec d'autres pays qui ont aussi des politiques qui sont extrêmement conservatrices, réactionnaires et répressives à l'égard de leur population. Prenons un exemple tout simple, l'Arabie Saoudite. On est allié avec l'Arabie Saoudite alors que je pense que niveau droit des femmes ou droit des homosexuels, c'est pas top quoi. Et pourtant, la France vend des armes à l'Arabie Saoudite. Mais comme l'Arabie Saoudite suit les intérêts des Occidentaux, les Occidentaux s'en moquent. Il faut vraiment, la réelle politique, c'est ça. Vous pouvez être le pire dictateur du monde, tant que vous suivez les intérêts occidentaux, ils vont vous laisser tranquille. Voire même, ils peuvent vous aider. Donc rappelez-vous bien ça, les arguments humanitaires, humanistes, c'est du pipeau. Il s'en bat les steaks, il s'en bat les reins. Tout ce qui compte dans la réelle politique et dans la logique capitaliste, c'est leurs intérêts économiques, politiques. Ok ? C'est ça la ligne de conduite. Donc ça ne m'intéresse pas de savoir si un régime est réellement oppressif ou pas, parce que je sais que ce n'est pas la motivation, ce n'est pas les raisons d'entrer en guerre des puissances impérialistes. Alors certains pourraient me rétorquer, attention, je reviens sur l'imitation de l'opposant, ok, c'est pas leur intérêt, ok, ils défendent des puissances pas très sympas, mais bon, tant qu'à faire, si leur intervention permet de mettre hors d'état de nuire un tyran et permet de sauver la population, autant le soutenir, non ? Qu'est-ce que t'en dis, Wissam ? Tu veux laisser les gens mourir ? Ouais, je remets ce truc de laisser les gens mourir. Et là, on est sur le gros de la discussion, parce que c'est l'une des grandes oppositions à gauche. C'est sur cette question-là que ça se tiraille et que le camp anti-impérialiste est divisé. En gros, ils nous disent que certes, l'impérialisme occidental est cynique, mais ça permet au moins de venir en aide à une population qui est opprimée. La première réponse à apporter à cette opposition, c'est simplement de regarder l'histoire.
Voilà, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on nous sort le même argument pour bombarder le Moyen-Orient, et c'est beaucoup plus facile d'utiliser cet argument pour bombarder le Moyen-Orient parce qu'avec l'islamophobie et l'orientalisme, c'est vraiment les pays les moins civilisés, et donc on est vraiment légitime à apporter la civilisation aux musulmans barbares. Regardez l'état du Moyen-Orient, regardez la Libye, regardez l'Irak. Daesh est le produit du chaos qu'on a mené au Moyen-Orient. Je ne vois pas en quoi les conditions des populations ont été améliorées, voire même, souvent, elles ont été empirées. De plus, je crois qu'il faut rappeler qu'on n'apporte pas la démocratie et les droits de l'homme à coups de bombe. Ça me paraît fou de dire ça, mais ça me semble évident. On n'impose pas la démocratie en bombardant la population. Parce que déjà, pour qu'ils puissent vivre en démocratie, il faudrait qu'ils soient vivants. La démocratie ne peut émerger que de manière interne avec la lutte de la population elle-même. Ce qui compte, c'est l'autodétermination du peuple iranien comme de tous les autres peuples. Le grand révolutionnaire Robespierre avait cette formule géniale, les peuples n'aiment pas les missionnaires armés. Et ceux qui sont en train d'expliquer ni chat ni mollah, c'est quelque part des missionnaires, pas armés, mais des missionnaires quand même, qui expliquent au peuple iranien, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi. C'est le peuple iranien qui décidera. Mais je vais essayer de répondre un peu plus en profondeur à cet argument de il faut intervenir pour sauver la population et l'aider à accéder à la démocratie, blablabla, mon cul sur la commode. Et pour ce faire, il faut revenir à notre définition de l'impérialisme, dans lequel on disait que l'impérialisme est lié intrinsèquement au capitalisme, au mode de production actuel. Et donc, ce mode de production actuel fait que le monde est divisé entre un centre et une périphérie. Un centre riche, développé, qui va surexploiter une périphérie qui, elle, va être intrinsèquement sous-développée et pauvre. C'est comme ça le capitalisme. Vous ne pouvez pas imaginer un autre monde. Tant qu'il y aura le capitalisme, il y aura ça. Comment vous pouvez reprocher le fait que des guerres tuent des Iraniens tout en ne contestant pas le capitalisme? De même, comment vous pouvez nous dire « Ah, vous laissez les Iraniens mourir » sans jamais vous opposer à l'impérialisme français, parce que je rappelle qu'on est en France, qui lui aussi tue des gens en fait. Où vous étiez face aux 100 000 morts causés par l'impérialisme français ces 20-30 dernières années. Ils étaient où là les Français là? Vous étiez où? Vous laissez les Iraniens mourir. Les conditions de vie des populations du Sud ne seront pas réellement, fondamentalement améliorées tant que le capitalisme, et a fortiori l'impérialisme, résistera, tant qu'il vivra. Tant que vous laisserez en place le capitalisme, les pays du Sud resteront une périphérie où leurs populations seront surexploitées. C'est en gardant en tête cette donnée, cette idée que, ok, tu vas renverser un dirigeant, mais les structures capitalistes, les structures économiques mondiales seront toujours là pour asservir cette population, qu'on comprend que ces interventions ne changeront rien. Rien du tout. Surtout si on a une perspective révolutionnaire, bordel de merde. On peut même dire que tant que l'impérialisme persistera, il ne pourra jamais exister dans les pays du Sud d'expérience réellement socialiste, communiste, démocratique, révolutionnaire. C'est pas possible. Elles seront toujours bâtardes, ces expériences. Elles seront toujours incomplètes. Elles dériveront toujours vers une sorte d'autoritarisme. Parce qu'il faut comprendre que les dérives autoritaires qu'on voit dans les pays du Sud sont intimement liées à l'impérialisme que ces pays subissent. Parce que ces pays, ils ne sont pas totalement souverains, ils n'ont pas totalement leur destinée en main. Leurs choix sont limités par la domination qu'ils subissent des puissances occidentales et du système économique mondial. Donc soit ces pays du Sud s'alignent sur les intérêts occidentaux en mettant en place une sorte de démocratie avec une politique ultralibérale qui applique la doxa du FMI et de l'OMC, des politiques dont les victimes premières seront les classes populaires qui vont trimer, qui vont en souffrir, et les puissances occidentales viendront en aide au gouvernement, à ces gouvernements-là, quand la contestation se fera trop forte. En gros, ce sont des démocraties sous domination occidentale où les classes populaires sont vouées à trimer. Et à trimer même pas pour elles, à trimer pour nos intérêts à nous. Donc ça, c'est la voie de « je me range, oui les Occidentaux, je fais ce que vous me dites ». En plus, y a une bourgeoisie nationale qui émerge et qui est très contente, qui en profite un petit peu, tandis que la majorité de la population souffre. Et il y a une autre voie, c'est celle qui décide de sortir des sentiers battus, sortir de la domination occidentale et de suivre sa propre voie, notamment, mais pas seulement, avec des expériences socialistes. Et là, c'est dangereux parce que la répression sera terrible.
tellement terrible que les pays devront soit se réaligner sur les intérêts occidentaux, soit continuer, mais à leurs dépens, quoi. Alors vous pensez directement aux interventions militaires, c'est un peu ce qui se passe en Iran et c'est ce qui s'est passé au Venezuela, mais pas seulement. Je rappelle que l'intervention militaire, c'est que la dernière étape, hein. C'est que si on a essayé toutes les solutions de pression, parce que ce que va subir d'abord le pays, c'est une pression économique sans équivalent. C'est énorme ce que vont devoir subir les pays qui osent s'opposer à la domination ultralibérale. La Havane devient le rendez-vous de la jet-set hollywoodienne. Mais dans les années 1950, un jeune avocat cubain déclenche une révolution armée. Fidel Castro prend le pouvoir et nationalise à tout va. À l'époque, Wall Street contrôlait 90% des plantations et 90% des services publics cubains. JFK, alors président américain, est furieux à cause de la confiscation des industries américaines et voit d'un très mauvais œil l'apparition d'un régime communiste à quelques kilomètres de son pays. Nous sommes en pleine guerre froide avec l'URSS. Il déclare alors un embargo commercial, toujours en vigueur. La política de Estados Unidos hacia Cuba nunca ha cambiado. A partir del triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido la asfixia económica, sustentada en ese memorando del Lester Mallory, donde se llamaba a las estructuras norteamericanas a ahogar al pueblo cubano para que se rebelara contra su gobierno. Y a partir de ese momento se han continuado las medidas de bloqueo que han venido incrementándose a lo largo de los años. Il est important de rappeler, je pense, qu'on ne vit pas sous n'importe quelle mondialisation. On vit dans une mondialisation à dominance états-unienne. Que ce soit dans les infrastructures comme les ports, que ce soit dans les normes, les institutions, mais aussi que ce soit dans le dollar. On n'en parle pas assez. C'est dingue. Il faudrait qu'on fasse une vidéo complète sur ça, mais il faut rappeler que le système économique actuel mondial est dominé par le dollar. Et ça donne un pouvoir, une puissance sans commune mesure aux États-Unis. C'est un enjeu extrêmement important, la suprématie du dollar, qu'on ne met pas assez en avant. Et c'est pourtant, pour moi, l'un des symboles les plus importants de l'impérialisme, la suprématie du dollar. Et c'est d'ailleurs l'un des terrains sur lesquels la Chine essaye, avec beaucoup de mal, de contester les États-Unis, d'imposer autre chose que le dollar. Bon, leur propre monnaie, mais ça c'est un autre débat. Mais si vous voulez en savoir plus, allez lire ce livre de Benjamin Burbaumer et allez aussi voir l'entretien qu'on a fait tous les deux. Il faut bien comprendre que les États-Unis, avec des institutions comme le FMI, comme l'OMC, etc., mais aussi avec la suprématie du dollar, a le moyen de mettre un pays en grave difficulté économique si ce pays ne fait pas ce que les États-Unis disent. Si un pays ose contrevenir aux ordres états-uniens, les États-Unis peuvent couper ce pays du marché mondial. C'est ce qui se passe depuis des dizaines et des dizaines d'années à Cuba, qui vit sous blocus et qui là est même asphyxié, mais c'est aussi ce qui s'est passé avec le Venezuela, en Iran, mais aussi dans le passé en Irak. Et d'ailleurs, c'est aussi un point sur lequel il faudrait insister, l'arme du blocus, qui est une arme impérialiste, est trop souvent appliquée et tolérée alors que c'est un pur scandale. Tout d'abord, les gens semblent ignorer les énormes répercussions que cela implique pour un pays, le nombre de morts que ça cause, les misères que ça provoque et que ça fait monter dans les populations. Et il faut rappeler encore une fois que les premières victimes de ces blocus, ce sont les populations, ce sont les classes populaires. C'est elles qui triment. Et dans l'indifférence générale, ceux qui disent « ouais, tu laisses les Iraniens mourir », vous laissez des pays vivre sous blocus en n'en ayant rien à foutre. Et je rappelle que ce blocus, peu importe le nombre de morts, les puissances occidentales, et en premier lieu les États-Unis, trouvent que ça vaut le coup quand même, même si c'est des enfants qui meurent. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Parce que ce n'est pas seulement blocus économique, c'est aussi le blocus de nourriture, de médicaments, d'énergie. Voilà, il faut rappeler ce que c'est le blocus. C'est aussi un scandale parce qu'il est totalement arbitraire. En gros, c'est les États-Unis qui décident tout seuls. C'est tout. Et là, on voit qu'avec les puissances occidentales, il y a une autre forme de pression, c'est les douanes et tout. Voilà. Enfin, je pense que ce blocus, s'appliquer aux pays du Sud, ne peut qu'encourager les dérives autoritaires. En effet, les gouvernements connaissent des difficultés économiques causées par des causes
externe sur lequel ils n'ont pas grand pouvoir d'agir, et donc ça amène une contestation de la population, ils répriment cette contestation, il y en a d'autres qui soutiennent le gouvernement, ça donne le phénomène du citadelle assiégé, on est assiégé de toutes parts, on veut nous abattre, et donc ça amène une rectitude et un climat de paranoïa. Mais ça amène petit à petit à une dérive autoritaire en mode on est attaqué de toutes parts, il faut préserver les bases. Et on va surveiller tout le monde parce qu'il y a sûrement des traîtres. Ça n'aide pas vraiment à mettre en place une démocratie. Je pense même que pour qu'il y ait une démocratie, il faut que le pays puisse être souverain. C'est pour moi le minimum. Bref, aucune expérience réellement démocratique et encore moins socialiste, communiste ne peut exister dans les pays du Sud avec l'état de l'ordre mondial actuel, tant que le capitalisme existe. Ou alors ces expériences vont dériver de façon certaine vers des formes autoritaires répressives. Et on peut bien en vouloir au gouvernement de ces pays d'aller dans ces dérives autoritaires, mais qu'est-ce qu'on fait nous à part dire « Ah quand même c'est pas cool, suivez l'ordre néolibéral parce que quand même faut qu'on ait du café pas cher en fait ». Donc nous aussi on est responsable de ces dérives autoritaires. Et là les gens, je parlais de la suprématie du dollar et des États-Unis, mais la France, on n'a pas à rougir parce qu'on a un petit peu pareil. Vous connaissez le franc CFA ? Et vous savez le nombre de leaders panafricains qui voulaient mettre en place des expériences socialistes, communistes, égalitaires qui ont été balayés, renversés par la puissance française ? Je vous invite à aller voir cet entretien avec Hamza Boukari Yabara où on parle de tout ça et on parle de la France africaine. On rappelle que du point de vue africain, le grand Satan, c'est la France. Donc il est totalement malhonnête, il est totalement hypocrite de penser que les interventions des puissances occidentales, ces mêmes puissances occidentales qui maintiennent en place un système profondément inégalitaire. Elles le maintiennent parce qu'elles en tirent des profits. Un système inégalitaire qui plonge la moitié de la population mondiale dans la misère. Ces puissances occidentales qui en fait se moquent du droit international. On l'a vu en Israël, on l'a vu avec les États-Unis. Bref, et aussi ces puissances occidentales qui mènent la guerre partout et qui sèment la mort partout, peu importe les droits humains, et qui soutiennent des régimes conservateurs et répressifs si ces régimes suivent leurs intérêts. Bref, il est naïf et hypocrite de penser que ces puissances occidentales-là vont agir pour le bien-être de la planète, pour le bien-être de ces populations, même pour le bien-être des femmes, des homosexuels ou des minorités. Sans oublier, et c'est très important de le rappeler, qu'un peuple se libère par lui-même. Alors oui, je sais, à gauche, on est internationaliste. On est pour la solidarité entre tous les peuples et on ne peut pas ignorer le sort des populations à travers le monde. Sur ça, on est totalement d'accord avec l'ensemble de la gauche. Là où ça pêche, c'est sur les conclusions politiques et les stratégies à appliquer. Une partie de la gauche a une ligne internationaliste que moi je qualifie d'idéaliste et qui consiste à juste soutenir toutes les luttes révolutionnaires qu'il y a partout dans le monde en s'affirmant être du côté du peuple. Déjà, moi, j'ai un peu une difficulté avec ce mot peuple. Voilà, j'ai un peu une réticence avec ce mot peuple tel qu'il est utilisé parce que j'ai l'impression que, surtout quand on parle des pays du Sud, on appose ce mot peuple et donc le peuple légitime, surtout à la catégorie de la population qui va dans notre sens. Alors qu'il me semble que c'est plus compliqué et surtout, ça amène un risque d'avoir les premiers concernés qu'on souhaite, qu'on désire. Ça peut servir le camp d'en face. Prenons le cas du Venezuela. Dans le cas du Venezuela, avec la destitution de Maduro, il y a eu des Vénézuéliens qui étaient contents de l'intervention américaine. Est-ce qu'ils font partie du peuple vénézuélien ou pas? Est-ce que, comme ils font partie du peuple vénézuélien, ça veut dire qu'il faudrait soutenir l'intervention de Trump qui a enlevé Maduro? Mais alors, que faire des autres parties du peuple vénézuélien qui étaient contre l'intervention de Maduro? Et que dire aussi de ceux qui n'aimaient pas Maduro, parmi les Vénézuéliens, mais qui sont quand même contre l'intervention américaine? Eh oui, c'est compliqué la vie, parce que, alors, big news pour tous les racistes et tous les gens qui ont un aspect très civilisateur et très réducteur des populations du Sud. Les populations du Sud, c'est comme le reste du monde, elles ne sont pas homogènes. Il y a des contradictions internes chez les Vénézuéliens. Comme en France, voilà, exactement comme en France. Donc parler que de premiers concernés, c'est un peu difficile.
Voilà, c'est pas sur ça qu'on peut baser une politique anti-impérialiste. On voit que c'est vite tendancieux et c'est vite piégeux. Je dis ça pour Mediapart, une petite pique à Mediapart, parce qu'eux, ils adorent ça. Moi, ma ligne, elle n'a pas comme fondement de dire je vais écouter les premiers concernés, parce que les premiers concernés, surtout quand on parle des populations du Sud, c'est pas homogène. Ou alors, ça voudrait dire quelle population mérite d'être écoutée. Et je voudrais rappeler que même dans les classes populaires de ces populations, c'est-à-dire même dans les classes populaires en Iran, même dans les classes populaires en Afghanistan, ou Venezuela, il y a aussi des contradictions. Hein. Elles ne sont pas toutes d'accord. Donc on ne peut pas avoir cette ligne-là pour avoir une politique anti-impérialiste solide. Pour moi, le souci majeur de cette position, au-delà des premiers concernés, de cette position que je juge idéaliste, c'est qu'in fine, elle consiste à avoir soit des grandes positions, des grandes déclarations sans impact vraiment important, soit à s'aligner peu ou prou sur les interventions occidentales. Et souvent sans trop l'assumer. Je m'explique, quand je parle de grandes déclarations sans grands impacts, j'ai l'impression que très souvent c'est juste de dire « Ah, je soutiens cette révolution, ah, je soutiens ce peuple-là, ah, je soutiens cette lutte-là » et ça se limite très souvent à une déclaration d'une organisation politique, à un communiqué, à un post sur Twitter ou à porter un badge Free Iran ou des trucs comme ça, quoi. Bon, c'est très gentil, c'est très bien, tu es une très bonne personne, mais ça n'aide pas, quoi. Ça n'aide même pas ces populations-là. Là, tu donnes juste une bonne figure, quoi. Là, tu es en train de te mousser toi-même, mais tu n'es pas en train d'aider ces populations-là. C'est pour toi que tu fais ça. Bref, en termes d'efficacité, je trouve ça très limité. Et c'est normal, c'est même pas une critique, c'est juste que il faut admettre, c'est quelque chose qui est très difficile à admettre, c'est qu'on est relativement impuissant pour aider les populations du Sud qui se révoltent. Imaginons qu'il y a une révolution en Iran, nous, là, avec nos petites mains, on ne peut pas grand-chose, quoi. À la rigueur, on peut faire une cagnotte, envoyer de l'argent, mais sinon, rien. On est inefficace. Ou alors, là où on pourrait peut-être agir, c'est demander à notre État d'intervenir. De dire que là, peut-être qu'il faut que la France agisse. Parce que c'est l'État qui a vraiment les moyens matériels, que ce soit en termes d'économie, en faisant des sanctions économiques à ce pays, ou même militaires, en intervenant militairement dans ce pays, d'agir, de venir concrètement en aide à ces populations qui se révoltent. Mais à part l'État, ou alors quelques personnes qui vont aller en guerre là-bas, on ne peut pas faire grand-chose. Et bien souvent, les gens, pour agir, vont se dire que l'intervention de l'État, effectivement, c'est pas ouf. Mais bon, s'il faut de ça pour virer les mollahs, autant qu'il y ait une intervention, quoi. Autant qu'on se débarrasse des mollahs, c'est déjà pas mal. Alors je sais que beaucoup ne l'assument pas pleinement comme ça, mais parfois il y a des silences qui veulent dire beaucoup. Pour illustrer ça, prenons le cas de l'Ukraine. L'Ukraine, comme elle est agressée par la Russie et qu'il y a effectivement une population qui souffre, beaucoup à gauche se disent que c'est pas fondamentalement une mauvaise chose que le camp atlantiste fournit l'Ukraine en armes. Quand bien même l'OTAN est une organisation extrêmement dangereuse et oppressive, une organisation impérialiste. Quand bien même l'OTAN ne fait pas ça par philanthropie, mais simplement parce que ça sert leurs intérêts, notamment pour stopper les velléités russes. Quand bien même l'OTAN n'est pas ultra généreuse avec l'Ukraine. Parce que là, on vous parle de milliards débloqués, d'armements donnés et tout, mais c'est pas donné. Va falloir que l'Ukraine rembourse. Va falloir que l'Ukraine paye. Donc imaginons qu'il y a un succès de l'Ukraine, il va falloir rembourser et il va falloir appliquer des politiques néolibérales et il va falloir laisser l'accès aux entreprises européennes et américaines aux ressources ukrainiennes. Rien n'est gratuit avec le camp occidental. Ah non, vous êtes bien gentils les Ukrainiens, mais bon. Puis même au niveau armement, ça permet aux puissances atlantistes de se débarrasser de leur ancien stock, de tout ramener vers l'Ukraine, de se procurer des nouveaux stocks et en plus de justifier une augmentation du budget militaire et du budget de l'armement en disant on a donné des armes à l'Ukraine et en plus, il y a le danger de la Russie. C'est gagnant. L'industrie militaire, elle s'en met plein les poches, ne vous inquiétez pas. Pour eux, c'est le jackpot. C'est pas la crise pour tout le monde.
En réalité, la violence politique est, elle aussi, l'instrument et le véhicule du processus économique. La carrière historique du capital ne peut être appréciée qu'en fonction de ces deux aspects. Le capital n'est pas, qu'à sa naissance, dégouttant de sang et de boue par tous les pores, mais pendant toute sa marche à travers le monde, c'est ainsi qu'il prépare, dans des convulsions toujours plus violentes, son propre effondrement. Pour l'autrice de ces lignes, le capitalisme ne peut se concevoir sans développer une pensée de la violence et de la guerre. C'est l'apport majeur de la militante et théoricienne marxiste Rosa Luxembourg qui relie et reprend Marx à l'aune des conflits qui émaillent le premier quart du XXe siècle. Pour elle, le militarisme et donc les dépenses militaires qui lui sont liées sont une sorte de soupape de décompression pour un capitalisme confronté à un mal qui lui est propre, celui de la surproduction. Soutenir donc la production militaire, c'est soutenir tout un système qui ne peut survivre sans conflit et prédation. Et il faut rappeler aussi que ces gens-là ne sont pas opposés à l'armement de l'Ukraine par l'OTAN, quand bien même l'OTAN ne fait pas ça pour des raisons humanistes, ou alors pourquoi ils ne sont pas en train d'armer la Palestine ? Il faut quand même rappeler qu'il y a une logique extrêmement militariste qui est en train de s'emparer de toute la planète. Il y a des augmentations historiques du budget militaire qui sont accompagnées d'une radicalisation à droite de pratiquement tous les gouvernements occidentaux. Et en France, on connaît ça. Et aussi à de plus en plus un discours militariste qui est quasiment de partout. On parle de réarmement démographique, on a l'armée à l'école, on a l'armée qui essaie de recruter tout le monde, on a 150 pubs pour l'armée, bref, et l'industrie militaire, bref, je veux dire, c'est quand même inquiétant. Et malgré tout ça, il y a des gens à gauche qui se disent que bon, faut quand même armer l'Ukraine. Donc soit ils ne s'opposent pas à l'armement de l'Ukraine par l'OTAN, soit même ils l'encouragent. Parce que bon, vous savez, l'Ukraine a le droit de se défendre, comme Israël a le droit de se défendre. Mais dans l'absolu, je voudrais faire une petite parenthèse sur ça. Tout le monde a le droit de se défendre. C'est dans la logique même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des gens qui n'auraient pas le droit de se défendre. On peut s'arrêter 2 secondes sur ça, le droit, parce qu'on l'entend partout dans les médias, personne ne s'interroge sur ce que ça veut dire. Le droit de se défendre. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de se défendre. C'est-à-dire que s'ils sont attaqués, ils doivent rien faire. Parce que c'est ça, comme se défendre. Il y a quelqu'un qui t'attaque, tu dis « Oh, oh, oh !» Oui, tout le monde a le droit de se défendre. Et d'ailleurs, est-ce que la Palestine a le droit de se défendre ? Est-ce que l'Iran a le droit de se défendre ? Vous voyez que c'est une absurdité. Et donc, sous prétexte que l'Ukraine a le droit de se défendre et doit se défendre, certains à gauche en viennent à soutenir l'armement par d'autres puissances impérialistes. Et je pense qu'il faudrait quand même peut-être réfléchir aux conséquences de ces politiques-là. Donc, comme je l'ai dit, il y a déjà une radicalisation fasciste dans toute l'Europe. On augmente le budget militaire, etc., etc. Mais partons du principe que, grâce à l'armement de l'OTAN, l'Ukraine gagne. Et donc, on a au final un renforcement de l'OTAN. L'OTAN qui détruit les populations du Sud aussi. Moi, je ne souhaite pas la victoire de la Russie, mais je ne souhaite pas non plus la victoire de l'OTAN, défaitisme révolutionnaire. Et au final, ce sont aussi les Ukrainiens qui vont payer, car comme je l'ai dit plus tôt, il va falloir rembourser tout ça, on va appliquer des politiques néolibérales, et donc toutes les ressources en Ukraine vont profiter d'abord aux Ricains et aux Européens. Voilà, c'est ça la victoire espérée par le camp de la gauche. Moi, je préfère encore une fois refuser cette dynamique-là. Je suis désolé, mais la seule voie de sortie, la seule issue de secours, c'est le refus de l'engrenage, de casser la dynamique impérialiste, de refuser de jouer ce jeu morbide. Il faut être sérieux, il faut être rigoureux, il faut être solide. Notre internationalisme, il ne peut pas déjà se contenter de grandes positions de principe, de grandes déclarations juste pour se faire plaisir, mais surtout, jamais, absolument jamais, il ne peut passer par le soutien des interventions occidentales ou de l'armement occidental. Je ne vois pas quel est cet anti-impérialisme qui soutient dans certaines conditions l'armement impérialisme occidental. C'est une aberration. Ou même les interventions occidentales. C'est un non-sens complet. Et ça nous entraîne droit dans le mur. Et pourtant, ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner l'internationalisme. Je me considère comme internationaliste et je pense qu'il faut renforcer l'internationalisme. Viva Maduro! Viva Venezuela! Viva Maduro! Viva Venezuela! Mais pour ce faire, il faut avoir une vraie théorie de l'internationalisme. Une théorie qui est solide et dialectique. C'est-à-dire qu'il nous faut déjà comprendre le fonctionnement de l'impérialisme. Et donc ce qu'est l'impérialisme, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire, comme on l'a dit, la manifestation du système de production capitaliste, de ses métamorphoses modernes et de l'état des rapports de force actuels. Donc il nous faut comprendre le fonctionnement de l'impérialisme, mais aussi
ces modifications, ces évolutions, le mode de production actuel, ces métamorphoses modernes et aussi l'évolution des rapports de force et notre place dans ces rapports de force. Et nous, militants anti-impérialistes du Nord, anti-impérialistes de France, nous sommes au cœur de la bête. Nous avons une responsabilité morale et politique énorme, de première importance. Déjà parce qu'on vit de cet impérialisme, mais aussi parce qu'on est en première ligne. On a la meilleure position pour attaquer cet impérialisme. Si on veut vraiment aider les populations du Sud, si on souhaite sauver les vies des populations du Sud, si on souhaite que ces populations du Sud puissent prendre en main leur destin, puissent décider par eux-mêmes, alors notre tâche première, notre combat premier, ce qu'on doit faire d'abord, c'est de lutter contre notre impérialisme qui est en train de les asphyxier, qui est en train de les tuer, qui est en train de les massacrer. C'est comme ça qu'on aide les populations du Sud. Il faut quand même comprendre que toute expérience révolutionnaire dans le Sud ne pourra subsister tant qu'il y aura un impérialisme occidental et tant qu'il y aura un impérialisme tout court. Vous voulez aider les populations du Sud? Abattez l'impérialisme. Et en premier lieu, l'impérialisme occidental et français. Et donc, abattez le mode de production capitaliste. Alors oui, je sais. Dit comme ça, là, abattez l'impérialisme, abattez le capitalisme. Ça peut paraître totalement abstrait et intangible, quoi. On se dit, ouais, ok, t'es bien gentil, mais on dirait les slogans en mode « abat le capitalisme ». Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abattre le capitalisme. Oui, je sais, ça donne cette impression. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il nous faut des objectifs concrets, palpables, atteignables. Quand bien même ils sont difficiles. Hein. C'est pas parce qu'ils sont atteignables qu'ils ne sont pas très difficiles. Mais ils sont atteignables. Il y a déjà des discussions sur ce qu'on pourrait faire pour nuire à l'impérialisme français, à l'impérialisme occidental. Et surtout dans le cas de la France, il y a une multitude de pistes à explorer et à mener pour conduire la lutte anti-impérialiste. Déjà, il faut rappeler qu'on vit dans le 2e ou 3e plus gros vendeur d'armes au monde. L'industrie militaire française s'en met plein les poches. Et il faut rappeler que ce n'est pas la crise pour tout le monde. Pour la bourgeoisie de l'industrie militaire, ça va. On peut même dire que l'industrie militaire, pas seulement française, mais l'industrie militaire mondiale, plus il y a de crises, plus il y a de guerres, plus ça va. C'est quand même fou quand même, comme industrie. C'est-à-dire que plus les gens se tuent, plus ils se font de l'argent. Parce que je rappelle quand même, on produit des armes. Elles ne sont pas faites pour être stockées quand même, il faut les utiliser. Pour en produire d'autres, pour gagner de l'argent. C'est fou. C'est fou. D'ailleurs, les écolos, je sais que ça ne vous dérange pas trop qu'on tue des Noirs, des Arabes, des Asiatiques. C'est pour ça que je voudrais aussi vous préciser que l'industrie militaire, ça détruit le vivant en général. Voilà, c'est destructeur. Ça détruit tout. Allez voir Gaza, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, et ça tue aussi les petits chiens. Il y a des petits chiens, il y a des bébés chats qui sont morts sous les bombes israéliennes. Voilà. Si ça peut vous motiver à revenir dans une logique pacifique et anti-impérialiste, ça serait pas mal. Mais des organismes non gouvernementaux travaillent à évaluer ces émissions. Et c'est le cas de l'Observatoire des conflits et de l'environnement. Ils estiment le poids carbone des opérations militaires à 5,5% des émissions mondiales. C'est considérable parce que ça en ferait le 4e pays émetteur de la planète au niveau mondial. C'est plus que toutes les émissions du continent africain. Alors vous le savez, je l'ai assez répété ici, pour l'instant on n'est pas sur une trajectoire de baisse des émissions qui nous permettrait de limiter à 2 degrés le réchauffement planétaire à la fin du siècle. Mais si on ajoute à cela les émissions militaires, le compte n'y est pas. D'autant que ces émissions militaires, elles sont en augmentation selon le Stockholm International Peace Research Institute. En 2024, les dépenses militaires ont augmenté de 9,4% par rapport à 2023. C'était la plus forte hausse depuis la fin de la guerre froide. Et plus d'armement, évidemment, c'est plus d'émissions. Et ça, c'était avant le déclenchement du conflit dans le Golfe. Trop souvent oublié, il est pourtant catastrophique à tel point qu'il est envisagé d'inscrire le crime écocide dans le droit pénal international. Oui, et pour commencer, regardez ces images. Elles ont aujourd'hui valeur d'archive. Ce sont celles de paysans gazaouis qui cultivent leurs terres. Ces images ont été tournées il y a 6 ans. Et puis après 2 ans d'intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza, eh bien le résultat est simple. 97%, soit la quasi-totalité des terres arboricoles ont disparu. 82% des cultures totalement détruites. À quoi il faut ajouter
danger, la contamination de l'eau par les munitions, la gestion devenue impossible des eaux usées, sans oublier les 61 millions de tonnes de débris, pour la plupart eux aussi contaminés et qui doivent être maintenant déblayés. Et donc, l'un des objectifs qu'on pourrait avoir en tant que militant anti-impérialiste en France, c'est de viser cette industrie militaire, c'est d'informer et de former les gens sur ce que c'est, et c'est de faire en sorte que cette industrie militaire s'effondre. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir notamment du côté du collectif Guerre à la guerre, qui fait du démantèlement de l'industrie militaire un axe majeur. Parce que si on veut aider les populations du Sud, notamment à ne pas mourir, il me semble que s'en prendre à l'industrie militaire, ça peut aider. C'est une petite piste. Et d'ailleurs, je parle de l'industrie militaire, mais il faut aussi s'opposer à la militarisation globale de la société française et même de l'Occident en général. Cette militarisation se fait dans tous les secteurs. C'est partout. On parle même de réarmement démographique. Oui, faut plus d'enfants pour plus produire et aussi pour plus les amener à la guerre. Et n'oubliez pas, ce sont les enfants de classe populaire qui vont d'abord aller à la guerre. Ce n'est pas l'élite, ce n'est pas les bourgeois qui vont aller faire la guerre. Non, c'est nous. Pour rester sur l'aspect militaire, on pourrait mettre aussi en axe de combat la fermeture des bases militaires françaises à l'étranger. Oui, qu'est-ce qu'on fout là-bas en fait? Dès les premiers jours de l'attaque en Iran, il y a eu une base française qui a été attaquée par un drone iranien, une base française qui était située à Dubaï. Et beaucoup étaient révoltés en mode « Oh, l'Iran ose nous attaquer et tout !» Alors que la première question à se poser, c'est « Mais qu'est-ce qu'on fout là-bas ?» Je vais vous dire ce qu'on fout là-bas. On est là-bas non pas pour la paix dans le monde, on est là-bas pour assurer nos intérêts de pays impérialistes et bourgeois. Eh oui, c'est pour ça qu'on est là-bas. Vous croyez quoi? Et on trouve ça normal, mais qu'est-ce qu'on dirait si l'Arabie Saoudite, si la Russie, si la Chine avaient des bases, je ne sais pas, en Autriche ou en Belgique? Et parler des bases militaires françaises à l'étranger, ça permet aussi de parler des bases militaires françaises en France, dans les territoires d'outre-mer. Et donc, ça amène aussi à renforcer la lutte anticolonialiste. Parce que si la France est aussi prompte à garder des territoires colonisés, les territoires d'outre-mer, que ce soit à La Réunion, à Mayotte, en Kanaki, en Martinique, c'est aussi parce que ces territoires-là donnent un ascendant militaire très important. Ce sont des positions stratégiques qui permettent à la France, militairement, d'avoir un ascendant et d'être présent dans plein de régions du monde. Donc il faut s'opposer à ça. Liberté pour les Kanaks et pour tous les territoires colonisés. Enfin, comme je n'ai cessé de le rappeler dans cette vidéo, l'impérialisme, ce n'est pas seulement le militaire, c'est surtout l'économique. Vous savez, j'ai parlé de la domination du dollar comme une domination aberrante, mais j'ai aussi rappelé que la France n'était pas en reste sur cette question-là avec le franc CFA. Le franc CFA qui permet à la France d'avoir la main sur plusieurs pays africains et de lui donner une domination certaine. Et qui empêche à ces pays africains d'avoir une politique réellement souveraine. C'est la souveraineté monétaire qu'on pourrait dire formelle, nominale. C'est-à-dire que vous êtes un État indépendant et vous avez votre propre monnaie, vous avez votre propre devise. Et donc, par exemple, en Afrique, il a été naturel pour les pays qui sont devenus indépendants, qui sont émancipés de leur puissance colonisatrice, d'émettre leur propre monnaie, de battre monnaie. Parce que c'est un instrument de souveraineté. Et ça a été le cas pour tous les pays, sauf ceux de la zone franc qui utilisent le franc CFA. Donc ces pays qui utilisent le franc CFA n'ont pas de souveraineté monétaire formelle, nominale. Et ça, c'est dû à la manière dont ces pays ont obtenu leur indépendance. On leur a dit, bon, la France leur a dit, on sait que l'indépendance, c'est quelque chose d'inévitable, mais on va négocier pour que ce soit une indépendance sans souveraineté. Parce que j'ai l'impression que beaucoup semblent l'ignorer ou alors s'en foutent totalement, mais la France-Afrique, ça existe encore. C'est toujours là. La France a encore un énorme moyen de pression sur les pays africains, quand bien même on est encore contesté par la Chine ou la Russie. Et il faut rappeler aussi que le franc CFA, c'est tiré de la monnaie coloniale, quoi. Ils ont à peine changé la définition de CFA. C'est fou quand même que cette monnaie existe encore. Ça devrait être l'une de nos priorités si on est un militant anti-impérialiste et si vraiment on se soucie du sort des populations du Sud. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, j'ai déjà parlé de l'entretien avec Hamzat Boukari-Yabara, mais surtout, allez voir la revue Survie qui fait un travail extraordinaire sur le sujet depuis des années et globalement sur tout ce qu'on appelle la France-Afrique. Parce qu'on le rappelle,
Le colonialisme n'est pas mort, il s'est juste métamorphosé en néocolonialisme. Comme vous voyez, ce sont des objectifs très ambitieux. Ça va être très difficile de les atteindre, mais ils sont atteignables. Et surtout, ils sont concrets et tangibles. Ça nous donne une direction, ça nous donne des objectifs, ça nous donne des mots d'ordre, ça nous donne... voilà, on sait sur quoi on va travailler. Surtout, ils sont très difficiles à atteindre, mais c'est malheureusement le minimum à atteindre pour court-circuiter l'engrenage impérialiste et guerrier qui nous conduit tous vers la catastrophe. Par contre, il faut aussi se rendre compte que c'est vrai, œuvrer à la fin de l'impérialisme occidental, œuvrer à la fin de l'impérialisme français, c'est effectivement toucher à notre mode de vie. C'est effectivement renoncer à des avantages majeurs qui nous permettent d'avoir accès à des marchandises et à des services à bas prix. C'est peut-être renoncer, comme dirait Lordon, au dernier iPhone. Mais la lutte anti-impérialiste demande ce genre de sacrifice. C'est ce qu'on doit faire. Si on est sincèrement et réellement des militants révolutionnaires qui s'inquiètent du sort des populations du Sud et si on est réellement humaniste et internationaliste. Nous avons une responsabilité énorme par rapport au reste de l'humanité parce que nous sommes dans les pays qui détruisent la planète, littéralement. Il est temps pour nous de remplir notre devoir. Et là, on insère la citation de Frantz Fanon sur la génération. Chaque génération doit connaître dans une plus ou moins opacité, je ne me rappelle plus trop, mais sa mission, la remplir ou la trahir. Voilà, c'est à nous de la remplir maintenant. Bon, c'est vrai que ce n'est pas très réjouissant d'avoir comme conclusion l'idée que toucher à l'impérialisme français, ça va toucher à notre mode de vie. Peut-être que même ça va vous décourager. Il faudrait un truc un peu plus positif, un truc qui fait rêver. Et après, c'est vrai que ça va toucher à notre mode de vie, mais peut-être pas notre qualité de vie. Il faudrait distinguer mode de vie et qualité de vie. Parce que quand on y réfléchit un petit peu, on vit quand même dans un monde dans lequel on est obligé de se lever à 6 h du matin pour trimer dans un boulot de merde aliénant qui nous casse le dos, le tout pour un salaire de misère afin d'en jouir le week-end ou dans les soirées et d'en jouir dans des passions tristes, de consommation merdique de nourriture de merde sans éclat et le tout dans la déprime, dans la maladie, dans le manque de sens, dans le nihilisme. Et en plus, on va terminer de travailler à 70 ans, si vraiment on termine de travailler, parce que là, on risque d'entrer en guerre. Et tout ça, bien sûr, dans un état déplorable. Ce monde-là, il donne envie d'être brûlé, non? Allez, avant de brûler le monde, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Et je finirai avec cette conclusion d'Emmanuel Todd. Salut les amis! Et vive la lutte anti-impérialiste. Et quand je vois ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui s'est passé en Irak, ce qui se passe en Israël, etc., maintenant, c'est extrêmement simple. Je vais terminer par un numéro comique pour être dans l'esprit de la BD. Je vais faire genre prophète de l'Ancien Testament recyclé. Au terme d'une longue vie de réflexion, je suis arrivé à la conclusion que la destruction de la puissance américaine sera le début de la paix pour la planète. Merci Emmanuel Todd.